Bon, je vous propose de commencer ce webinaire du coup, et puis les gens vont arriver au fur et à mesure. Euh, donc je me présente, je suis Émilie, je suis chargée de communication et de sensibilisation pour le programme cyclocargologie, donc chez les boîtes à vélo. Et donc ce webinaire sera présenté par Charles Levillain, qui est fondateur et gérant de Fleximodal. Bonjour à toutes et tous. Donc en introduction, je pense que voilà, si jamais on peut faire un petit tour de table, soit à l'oral, soit par écrit, histoire que voilà, qu'on sache un petit peu qui vous êtes et la raison pour laquelle vous avez choisi d'assister à ce webinaire. Je vous laisse la parole. Voilà. Ou dans le chat sur le module conversation. On train juste de comprendre un peu ce qui vous intéresse à travers ces webinaires. Et en parallèle, Émilie, si tu veux nous présenter un petit peu qui est Boîte à Vélo et la Fédération professionnelle cyclogistique. Ouais, alors les boîtes à vélo, on est une association qui fédère les entrepreneurs et qui ont décidé de travailler à vélo et principalement vélo cargo, mais également les entreprises fabricantes de solutions matérielles pour la cyclologistique. Euh, et en parallèle, l'association, elle porte la Fédération professionnelle de cyclologistique, qui du coup regroupe tout l'écosystème de la cyclo et qui porte qui porte des plaidoyers et autres afin de développer la cyclologistique en France. Et donc, l'association porte également le programme cyclocargologie. C'est d'ailleurs grâce à ce programme que ce webinaire peut avoir lieu. Donc, on a trois actions principales de ce programme. L'action sensibilisée via des forums de la cyclologistique notamment, donc des événements qu'on organise en propre pour faire découvrir l'univers de la cyclologistique et également les solutions matérielles au grand public. Voilà. Ce sont des événements qui ont lieu partout en France et on participe également à des salons. Ensuite, on propose des formations en cyclologistique, formations pour devenir livreur, manager ou bien dispatcher. Et enfin, on développe des outils d'interconnexion afin de faciliter les échanges entre transporteurs et cyclologisticiens. Voilà, donc je laisse la main à Charles pour le reste du webinaire. Ça marche, merci Émilie. Bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints depuis le lancement de ce webinaire qui va s'atteler à défricher un petit peu le sujet de la livraison de palettes à vélo. Qui est une des activités de la cyclologistique avec le colis, le déchet ou encore le transport sous température dirigée. Donc l'idée de ces 3 quarts d'heure passés ensemble est de balayer un petit peu le pourquoi et puis après d'aller un peu plus en détail sur ce qui fait la pertinence de la cyclologistique pour les flux de palettes, quel mode organisationnel, quel flux, quel équipement et un petit peu quelle méthodologie utiliser pour déployer de la livraison de palettes à vélo pour vos flux. Donc là, on voit à travers les participants que vous avez une diversité de profils pour certains cyclologisticiens. Donc voilà, on va essayer de s'adresser un petit peu à tous les profils et de balayer dans son ensemble le sujet de la cyclogistique pour les flux de palettes. Alors, pourquoi faire de la cyclologistique pour des flux de palettes à vélo? On pourrait se dire que c'est des marchandises très pondéreuses et pas particulièrement adaptées à la cyclologistique. Et en fait, il faut aussi prendre du recul sur aujourd'hui quelles sont les alternatives pour livrer des palettes en centre-ville. On n'a pas beaucoup d'autres solutions que des poids lourds avec haillons plus transpalettes qui ont dans les secteurs urbains contraints des difficultés de stationnement. On n'aura pas des aires de livraison devant chaque commerce. Des enjeux de manutention, d'utilisation de transpalettes sur des espaces publics qui n'est pas toujours adapté à la manutention. Certains centres-villes historiques sont particulièrement contraints et voire ne permettent pas l'accès à des véhicules lourds en dehors de certaines heures ou même tout simplement sur certaines rues trop contraintes.
On ne va pas oublier les enjeux d'émissions de gaz à effet de serre et plus généralement de polluants qui impactent fortement la qualité de l'air des centres-villes denses. Et les acteurs du transport ont aussi des problématiques d'accessibilité par la réglementation avec des contraintes de type zone piétonne, zone à circulation restreinte, zone horaire contraint, qui ne rend pas toujours possible les opérations dans un niveau de qualité de service satisfaisant. Et aujourd'hui, la France est particulièrement en avance sur ce sujet de la cyclogistique pour le flux de palettes, puisqu'on a plus d'une trentaine de villes en France qui aujourd'hui ont un service de livraison de palettes à vélo. Pour le compte de ce qu'on peut en percevoir de certains gros acteurs de la messagerie, avec en tête de pont Schenker qui sur ces 100 villes-là, Epner dans plus d'une quinzaine, voire vingtaine de villes maintenant, et des acteurs qui viennent un peu plus récemment d'intégrer ce type de solution dans leur organisation, quasi intégralement en sous-traitance. Les opérateurs de messagerie cités ici n'opèrent pas en propre de la cyclo-logistique de palettes, mais font bien appel à des cyclo-logisticiens qui, pour la plupart, opèrent une multitude de flux et dont la logistique de palettes. Alors, quand on parle de livraison de palettes à vélo, il faut bien resituer. L'idée n'est pas de pouvoir tout transporter à vélo, bien entendu. On a toujours besoin d'une multitude de solutions. Mais il s'avère que la cyclo-logistique est particulièrement adaptée sur des flux monopalettes, des flux diffus. Quand on parle de palettes pour les centres-villes, il y a forcément les approvisionnements de la grande distribution, des gros points qui mériteront d'être massifiés en véhicules routiers. Mais là, pour les flux de messagerie, on est quand même souvent sur des flux assez diffus, monopalettes ou de petits lots, sur de la palette standard 120-80 ou de la demi-palette. Et la cyclo-logistique peut aussi s'adapter à du transport de colis que la messagerie opère, avec la capacité de transporter des colis souvent de moins de 3 mètres, dans un poids global max unitaire de palettes de 250 kg par rapport aux solutions techniques qui sont disponibles aujourd'hui pour le transport de palettes à vélo. Et pour mettre un petit peu en regard et reproportionner le potentiel de la cyclo-logistique sur les flux de palettes, sur des flux de messagerie, hein, je parle bien de flux de messagerie, faut savoir que, par exemple, il y avait une thèse sur les flux de DB Schenker à Paris qui faisait ressortir que près de 80% des flux avaient un poids moyen inférieur à 200 kg. Donc, ce qui laisse quand même un potentiel important pour la cyclo-logistique sur ce type d'activité. Bon, ça qu'on n'a pas précisé d'entrée, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans le chat. On pourra y répondre à la fin de la présentation et voir si on a le temps de pouvoir ouvrir les micros pour discuter de vive voix. Alors, pour déployer de la cyclo-logistique sur des flux de palettes, il y a besoin d'une organisation spécifique avec un transfert des marchandises vers le cyclo-logisticien qui, dans l'état actuel des organisations, ont lieu généralement dans l'espace logistique urbain du cyclo-logisticien qui va recevoir les flux qui auront été approvisionnés par le donneur d'ordre. Donc le messager amène les flux le matin, le cyclo-logisticien réceptionne, stocke dans son local avant livraison. L'intérêt de ce hub est de pouvoir réceptionner, différer les livraisons, possiblement aussi mutualiser le flux de plusieurs donneurs d'ordre pour viabiliser son activité et potentiellement offrir des services aux destinataires et à d'autres clients comme du stockage déporté. Et donc l'intérêt de ce hub, c'est que le cyclo-logisticien va pouvoir opérer ses livraisons tout au long de la journée et là dépasser les contraintes du véhicule routier, puisque le cyclo-logisticien a généralement accès toute la journée au centre-ville et aux zones les plus contraintes, et il va pouvoir améliorer la qualité de service offerte aux destinataires et aux clients des donneurs d'ordre, puisqu'il va pouvoir s'adapter plus facilement aux contraintes de réception des clients.
Typiquement, dans de nombreuses villes, il y a des contraintes horaires qui ne permettent pas la livraison en porteur après une certaine heure, ce qui n'arrange pas toujours les destinataires. Là, le cyclogisticien va pouvoir s'adapter et livrer, par exemple, dans l'après-midi sur un temps creux du commerce. Ce qui représente aussi du coup un taux de satisfaction et de valorisation des prestations auprès des destinataires finaux. Alors, un hub, c'est un gros point, c'est le paramètre clé en fait d'une opération de cycle logistique sur des flux de palettes, puisqu'on parle de flux quand même assez volumineux, avec des seuils de volumétrie à avoir pour mettre en place une activité de cycle logistique qui nécessite de la surface. Il faut se représenter à peu près, si on essaie de trouver des ordres de grandeur pour dimensionner une activité de cyclo sur des flux palettes, se représenter une vingtaine de positions sont un minimum pour un ETP sur une opération de cyclo. Donc voilà, pour viabiliser une installation de hub et une structure d'entreprise de cycle logistique, on a besoin d'avoir des volumes importants et donc d'avoir un hub qui puisse accepter ce type de flux. Et le deuxième paramètre clé sur la productivité, donc la viabilité d'une activité de cycle logistique sur des flux de palettes, concerne la localisation en tant que telle du hub, puisqu'on parle quand même de flux assez lourds, on va avoir des tournées avec des nombres de positions assez limités embarqués sur le matériel de cyclo, ce qui va imposer plusieurs allers-retours vers le hub pour opérer les rotations. Et donc, plus la densité et la masse des positions est importante, plus le hub doit être proche de la zone à livrer pour atteindre des seuils de viabilité. Donc voilà, faire très attention à ce paramètre-là. On peut évoquer des distances, toujours très compliqué d'évoquer un rayon d'action pertinent. En tout cas, de mon point de vue, on ne doit pas dépasser un rayon de 1 km, 1 km et demi pour rester dans des seuils de viabilité satisfaisants et pour limiter la pénibilité du métier. Donc, pas toujours évident de trouver de la disponibilité foncière proche des zones de livraison, avec des surfaces suffisantes, accessibles aux véhicules lourds pour l'approvisionnement des flux de palettes, accessible aussi et adapté à la cycle logistique. Donc voilà, question de rampe ou autre. On réduit énormément les possibilités d'identification de fonciers bâtis en centre-ville pour cette activité-là. Et donc émergent en fait des alternatives avec une mobilisation de l'espace public pour l'installation de micro-hubs. Donc micro-hubs qui consiste à utiliser l'espace public pour implanter des solutions de stockage temporaires. L'idée que ce soit des infrastructures qui puissent valoriser des délaissés urbains, des zones de stationnement, des zones en transition urbaine, avec des installations amovibles. L'idée, c'est pas forcément de les bouger tous les jours, mais au moins qu'elles puissent être déplacées au gré de l'évolution de la ville et qu'elles puissent permettre à l'opérateur de cycle logistique d'être au plus proche de ces zones de livraison. Et donc là, je vous ai mis, et vous aurez la présentation ultérieurement, un accès à une vidéo, par exemple, qui présente un cas d'usage très intéressant, qui est l'opérateur La Petite Boucle à Saint-Malo en France, qui exploite un micro-hub à portée d'une zone particulièrement contrainte et qui lui permet de capter une part importante de flux de palettes et d'avoir une viabilité satisfaisante pour son activité. Alors on parle de cycle logistique depuis le début, donc qui dit cycle logistique dit matériel de cycle logistique qui a besoin d'être adapté à la typologie d'activité. Donc quand on parle de palettes, l'enjeu de pouvoir transporter des palettes, donc un véhicule qui puisse dimensionnellement avoir cette compatibilité-là. Mais on parle de palettes, on parle d'unités qui sont non manuportables. On ne peut pas porter une palette à la main. On a besoin de transférer la palette du camion vers le hub, puis du hub vers le vélo et du vélo vers le destinataire final.
ce qui fait émerger deux types de solutions. Des solutions où on va pouvoir déposer une palette sur le vélo ou la remorque avec un outil de manutention dans le hub. Ça, c'est encore possible. Par contre, arriver à destinataire qui sont dépourvus généralement d'outils de manutention, il va y avoir un dépotage manuel et un port de charge assez important qui rend le métier pas forcément évident. Et c'est pour ça qu'il y a des solutions plus adaptées à la cyclogistique de palette, avec des remorques qui ont des capacités de manutention des charges, qui permettent de prendre en charge dans le hub une palette sans outil de manutention. Donc le livreur est autonome sur la prise en charge du flux, et va surtout pouvoir déposer la palette arrivée chez le destinataire, voire possiblement la déposer dans le magasin du commerçant, parce que c'est quand même essentiellement des commerçants qui réceptionnent des palettes en centre-ville, avec une facilité et de pouvoir limiter le port de charge au cours de la journée. Donc voilà, je vous ai mis sur cette slide un petit peu des illustrations du matériel type qui est utilisé, donc avec partie vélo, soit sous forme de biporteur ou de triporteur. Biporteur étant voilà, moins capacitaire, faut représenter une centaine de kilos, un format de demi-palette, mais qui va être assez rapide et agile en milieu urbain, et qui va pouvoir être utilisé seul aussi pour d'autres activités cyclologistiques qui ne nécessitent pas des volumes importants de transport. Ou une solution de triporteur, comme celle qui est présentée sur la photo, qui pour certains dispose d'une capacité à recevoir complètement une palette, voire deux palettes, mais encore une fois sans outil de manutention, et des remorques qui vont être soit purement mécaniques, sans assistance électrique, ou certaines avec assistance électrique pour augmenter la charge utile transportée. Alors, déployer une activité de cyclo-logistique sur du flux palette, selon les points de vue, là je vais essayer de me mettre du point de vue d'un donneur d'ordre qui s'interroge sur le transfert d'une partie de son flux vers la cyclo-logistique. Il y a besoin d'y aller étape par étape pour bien qualifier le besoin et la mise en place. Donc, dans un premier temps, nous, ce qu'on essaie de conseiller, c'est de vraiment prendre du recul en fait, sur la situation actuelle, parce qu'on va devoir comparer une prestation de cyclo-logistique avec son organisation actuelle, dont on ne maîtrise pas forcément, on n'a pas forcément une vue très détaillée et exhaustive des coûts et des externalités de l'organisation actuelle, puisqu'on l'a subi, voilà, on sait qu'il faut livrer un centre-ville, donc on assume les coûts associés, mais on ne les a pas forcément matérialisés. Et ce qui va rendre plus délicat après la comparaison avec les offres de cyclo-logistique. Donc, dans un premier temps, vraiment de bien comprendre et d'essayer d'identifier les coûts associés aux tournées de centre-ville pour pouvoir les comparer après. Ensuite, un enjeu d'identifier dans ces flux ce qui est adapté à la cyclo-logistique, donc avec les critères qu'on a pu évoquer tout à l'heure de dimension et de poids unitaire maximum, et de nombre d'unités par position. Si on a uniquement des lots de 10 palettes à livrer chez chaque destinataire, là, la cyclo ne sera pas adaptée. Mais si on est sur des flux plus diffus, monopalettes, on va plus s'approcher des seuils de pertinence de la cyclo logistique. Donc en faisant ce premier filtre déjà, de pouvoir évaluer la volumétrie que représentent ces flux sur un secteur donné, et de confronter ces flux avec les zones de livraison, avec leurs contraintes spécifiques, les taux de qualité de service éventuellement rencontrés sur les différents secteurs pour comprendre et identifier les secteurs sur lesquels la cyclo-logistique pourrait venir compléter l'offre de transport du donneur d'ordre. Une fois qu'on a pu avoir cette cartographie et ces volumétries par secteur et par typologie de flux, on va pouvoir aller identifier s'ils sont déjà présents sur le territoire des opérateurs de cyclo-logistique pour comprendre l'offre, accompagner éventuellement ce sous-traitant sur sa recherche de foncier, s'il a déjà ou pas encore un local adapté à ce type d'activité, pour commencer à bâtir une offre de cyclo-logistique.
l'intégration d'un prestataire supplémentaire ou différent de celui auquel peuvent recourir les donneurs d'ordre dans la situation actuelle va nécessiter de recomposer éventuellement des tournées pour assurer à la fois la dépose des flux confiés à la cycle logistique par un porteur et de pouvoir opérer les livraisons de ce qui n'est pas possible en cyclo ou ce qui est en périphérie du hub. En tout cas, essayer de maximiser l'insertion de cet opérateur complémentaire dans l'organisation actuelle. Une fois qu'on a pu mener ces étapes-là, on va avoir déjà un bon cadre de ce qu'on va pouvoir confier, on va pouvoir se rapprocher et contractualiser avec le cycle logisticien, y aller progressivement dans les flux qui lui sont confiés, puisqu'il va y avoir une phase d'apprentissage pour chacun des acteurs. Tant le cycle logisticien, si c'est sa première activité en matière de transport de palettes, mais également pour le donneur d'ordre, l'opérateur de messagerie qui va devoir adapter son organisation, optimiser son tri de ce qui est fléché vers la cycle logistique, tout en sachant en petit aparté que certains opérateurs de cycle logistique font le choix d'intégrer un véhicule supplémentaire pour pouvoir opérer une plus large variété de flux et permettre aux donneurs d'ordre de confier l'intégralité d'un flux de messagerie sur un secteur donné à un opérateur. Ce qui, pour le donneur d'ordre, est souvent un gros plus qui lui évite d'avoir à composer avec différents opérateurs sur le même secteur, mais qui, du côté du cycle logisticien, implique une autre organisation, une autre structure de coûts, de véhicules, de personnel, qui n'est pas forcément souhaitée, mais en tout cas, les deux options sont possibles avec des avantages et des inconvénients pour chacun des acteurs. Et donc cette phase d'expérimentation de montée en charge va permettre de bien qualifier l'organisation, de l'adapter aux besoins sur les différentes parties pour monter en charge progressivement jusqu'à l'atteinte des volumes cibles qui avaient pu être identifiés dans cette phase de diagnostic initial. Donc, l'idée de cet atelier, c'était de balayer déjà de manière assez générique ce qu'est la cycle logistique pour les flux de palettes, comment ça s'organise. Vous avez plusieurs documents qui peuvent vous permettre d'approfondir ces sujets-là. Un document générique de la part du programme cyclocargologie sur l'intégration de la cycle logistique dans une organisation, donc vraiment avec un point de vue de transporteurs qui souhaitent confier des flux à la cycle logistique, que ce soit en interne ou en sous-traitance, et un guide de notre part, donc de Fleximodal. C'est vrai que je n'ai pas présenté Fleximodal en introduction. Nous, on est fabricant de matériel pour la cycle logistique, plus particulièrement le matériel dédié au transport de palettes à vélo, avec une remorque qui permet de soulever et transporter des palettes. Et donc, on a bientôt, depuis 10 ans, un recul, une expérience assez intéressante sur la livraison de palettes à vélo, qui nous a permis de constituer un petit peu un guide technique spécifique sur le sujet, qui approfondit les éléments qu'on a pu évoquer pendant ce webinaire. Donc peut-être avant de passer aux actualités du programme cyclocargologie, puisqu'il y a plein d'autres actions qui sont menées par le programme, est-ce qu'il y a des questions puisqu'on a un petit peu de temps devant nous, si vous souhaitez qu'on le revienne, qu'on éclaircisse certains points. N'hésitez pas à lever la main ou à ouvrir votre micro. Je vois qu'Aline est en train de taper quelque chose sur le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant? Est-ce que, de ce que j'ai pu voir sur les participants, quelques acteurs qui s'intéressent en tant que cyclogistien ou utilisateur pour le transport de palettes, un centre de recherche sur le transport. Est-ce que parmi vous, il y a c'est des sujets que vous souhaiteriez développer, une activité que vous souhaiteriez développer
Quels sont pour vous les freins que vous identifiez ou au contraire les leviers? Est-ce que vous avez eu de la demande sur ces sujets-là? En attendant, je vais répondre à la question d'Aline qui demande les caractéristiques techniques à prendre en compte pour le transport de palettes. Donc, un biporteur en tant que tel ne pourra pas prendre en charge de palettes puisque sa surface est généralement plutôt de l'ordre de la demi-palette avec un format de 60-80. Donc, par contre, le biporteur va pouvoir être un bon tracteur de remorque adapté pour le transport de palettes. Donc, il s'agit de bien combiner cet ensemble biporteur plus remorque. Après, sur le choix du biporteur en tant que tel, il faut porter attention aux caractéristiques en termes de motorisation, de frein et de capacité de charge pour être adapté à la traction de forte charge. Donc voilà, aller chercher des moteurs à plus de 80 Nm par exemple. Et sur la partie plateau de charge à l'avant, on a plusieurs marques de vélos cargo qui proposent des plateaux de chargement professionnels à l'avant qui permettent de recevoir des demi-palettes par exemple, ou de pouvoir, avec un caisson, transporter des colis en plus d'une palette. Parce que vraiment l'enjeu sur la combinaison, c'est de ne pas simplement livrer une seule palette dans une tournée, mais bien de combiner une palette plus des colis afin d'avoir un nombre de pauses suffisant pour viabiliser le trajet. Donc voilà, souvent on se représente, ça dépend la volumétrie, la densité de vos secteurs. Mais voilà, aller chercher entre 4 et 7 positions par boucle de livraison. Et donc pour ça, il y aura besoin de prendre en plus de la palette des colis. Après, sur les caractéristiques, si vous voulez en plus en détail, nous, en tant que fabricant de remorques, on a quelques conseils à donner sur le choix du matériel pour la traction de remorque que vous pouvez retrouver sur notre site. Je vais mettre le lien dans le chat. Alors, question de Delphine sur les principaux freins au déploiement de la cyclogistique aujourd'hui, d'après vous. Alors, ça dépend de quel périmètre on entend sur ces freins-là. Je vous permettrai de vous référer au guide de cyclocardiologie justement sur l'identification des freins et des leviers au déploiement de la cyclogistique. Émilie va certainement le mettre dans le chat pendant ce temps-là, qui va permettre de donner une bonne vue en fait sur tous les freins, parce que si on les aborde ici, on pourrait être assez large. Mais voilà, plus particulièrement sur la cyclogistique de palette. Vraiment l'enjeu que j'ai évoqué dans la présentation, c'est celui du hub, tant dans ses caractéristiques pour réceptionner ce type de flux, mais surtout dans sa localisation, quoi. Donc il y a un enjeu d'articulation de l'opérateur avec le territoire pour identifier les bonnes implantations possibles d'un hub de cyclo-logistique. Donc sur la question du transport de palettes dans des zones vallonnées, alors tout dépend ce qu'on entend par vallonné. En tout cas, moi, ce que je vais surtout raisonner, c'est en termes de distance. Je ne sais pas ce que vous entendez par secteur vallonné, si on parle de secteurs ruraux ou uniquement de zones urbaines qui présentent une topographie accidentée. S'il y a beaucoup de distance, honnêtement, la viabilité va être complexe à atteindre. C'est pour ça que j'ai évoqué voilà, un rayon d'action de 1 km, 1,5 km autour du hub, qui me paraît être un seuil minimum de viabilité. Après, voilà, il y a des expériences où il y a des hubs à 2-3 km, mais vraiment, plus on va s'éloigner du centre-ville, de sa zone, plus on va dégrader sa productivité, donc sa viabilité. Donc, il vaut mieux cibler en premier lieu une proximité géographique importante. Mais sur un rayon de 15 à 20 km, honnêtement, je ne vois pas, en tout cas, sur une organisation telle qu'on l'a explicité ici, qui est de la sous-traitance pour le compte de transporteurs, et donc avec un enjeu de prix qui sont quand même assez contraints dans ce contexte de messagerie. Une activité sur des rayons de 15 à 20 km en zone rurale, comme vous l'évoquez, ne me paraît pas viable, hormis éventuellement le transport de palettes en direct sur de la prestation spécifique pour des chargeurs qui veulent livrer et qui sont prêts à payer le prix correspondant.
Il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vois qu'effectivement Aline précise un petit peu son contexte d'utilisation. Je crois que sur la dernière slide, il y aura nos coordonnées. Si vous voulez, on pourra échanger par la suite sur votre cas précis d'activité identifiée pour échanger sur nos retours d'expérience. Sinon, en attendant, je vais repasser la main à Émilie qui va nous représenter les autres actualités du programme cyclocargologie. Alors, oui, alors en ce moment, on a plusieurs actualités, notamment, donc voilà, on avait une expérimentation concernant l'interconnexion, donc qui, comme je vous ai parlé au tout début, c'est pour un petit peu faire parler les logiciels des transporteurs et des cyclologisticiens. Donc l'expérimentation va commencer et on a sélectionné les candidatures des entreprises. On a également la formation pour la livraison qui continue. Voilà, donc on a encore quelques opérateurs de formation qui continuent de délivrer les 8 modules du parcours de formation livraison. Et bientôt, le parcours de formation dispatch sera disponible également. Donc ça se passe sur notre site internet. Voilà, toutes les infos sont sur le site dans la rubrique Se former. Ensuite, on a demain, 22 janvier, une réunion d'information pour l'appel à manifestation d'intérêt pour l'accompagnement à la prise de décision de report modal vers la cyclogistique. Donc là, c'est destiné plutôt aux entreprises qui sont fabricantes ou revendeurs de vélos cargo. Les 3 et 4 février, on a des webinaires sur le transport de colis et sur la commande publique. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire dès à présent. On sera également présent sur des salons. Voilà, on aura un stand sur des salons avec des vélos cargo d'entreprises partenaires. Donc, on a le World Impact Summit le 5 et 6 février à Paris, Flow Toto le 12 mars également à Paris, le SITL du 31 mars au 2 avril, et puis on aura d'autres événements dès le mois de juin. Donc, je vous invite à suivre aussi, pareil, soit nos réseaux sociaux sur LinkedIn, soit à vous abonner à notre newsletter pour recevoir un petit peu les actualités du programme chaque mois. Voilà, on ne va pas vous spammer, mais voilà, c'est pour vous tenir au courant et puis voilà, aussi recevoir les actualités du secteur de la cyclo. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère en tout cas qu'on a pu explorer suffisamment dans le détail l'activité de cyclogistique pour des flux de palettes. N'hésitez pas, je me suis permis de mettre mes coordonnées dans le chat si vous souhaitez poursuivre les échanges et de pouvoir suivre les autres actions du programme. Bien, merci à tous pour votre attention et puis on se retrouve peut-être sur de prochains webinaires. Bon après-midi. Merci, au revoir. Merci, bon après-midi à tout le monde.